vient qui veut, vient qui peut. Et l'idée, c'est de rencontrer la population, rencontrer les militants, et on peut militer de tout un tas de manières. Moi, je suis socialiste, mais on peut militer dans un endroit différent, mais l'important, c'est ce que je veux faire, c'est de parler de la politique du gouvernement et de ce qu'on fait, ce que nous faisons. La semaine dernière, j'ai fait une réunion en ville, rue des Étuves, et le thème c'était la loi Macron, la loi de développement économique, croissance et activité. Et cette fois-ci, j'ai décidé de faire, ce soir, j'ai fait ici sur la loi santé. Mais évidemment, on peut parler de tout. Aujourd'hui, on parle de la loi santé, pour un thème. La semaine dernière, on a parlé de la loi croissance et activité, dite dans l'imaginaire populaire loi Macron. Et c'était bien, d'ailleurs, c'était rue des Études du centre-ville. Et aujourd'hui, c'est ici. Donc j'ai fait tous les quartiers de la circonscription. Et dans des endroits où les gens vont facilement. C'est-à-dire les cafés, les maisons pour tous, les petites salles de réunion des quartiers. Et voilà, l'idée c'est de rendre compte, de discuter, de sentir, d'entendre et de montrer qu'un député, il est à la fois à Paris, parce que c'est vrai, 3 jours par semaine je suis à Paris, et le reste du temps je suis en circonscription, sur le terrain, et on ne peut pas être sur tous les marchés tous les jours, tout le temps, on ne peut pas être dans toutes les associations tous les jours, tout le temps, on ne peut pas être partout, tout le temps avec tout le monde, parce que c'est comme ça. Et il faut aussi se faire à cette idée. Donc les reproches qu'on a en permanence, qu'on ne vous a jamais vus, d'abord c'est très peu de personnes qui le font, parce que les gens savent, tout le monde travaille, tout le monde a une vie, tout le monde sait qu'on ne peut pas tout faire tout le temps. Et, mais ça n'empêche pas de le faire. Donc merci d'être là et d'être là nombreux dans ce café de Super-Vedette. Il est nécessaire de modifier le système de santé. C'est-à-dire pas seulement la relation médecin-malade, ou la relation médecin-pharmacien, ou la relation infirmier-médecin, ou la relation pharmacien-hôpital. C'est le système de santé. On est dans une période où l'allongement de la durée de la vie est considérable. C'est un bouleversement. Ça, c'est une réalité démographique. La deuxième chose, c'est qu'on a un développement des maladies chroniques. Tout le monde le sent, tout le monde le vit, tout le monde le sait. Les maladies chroniques, c'est beaucoup de maladies. Le diabète est une maladie chronique. L'asthme est une maladie chronique. Beaucoup de maladies auto-immunes sont des maladies chroniques. Et elles se développent. Les allergies sont des maladies chroniques. On a donc ce qu'on appelle les maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde ou la sclérose en plaques sont des maladies chroniques. Donc les maladies chroniques, elles se développent pour une raison très simple. C'est d'abord qu'on est plus nombreux sur Terre et en France, tous les enfants naissent et vivent. On oublie de le dire, tous les enfants naissent et vivent, y compris des enfants qui sont nés avec des fragilités, qui avant mouraient avant 10 ans ou mouraient avant 20 ans, et pas forcément des fragilités dramatiques, mais quelqu'un qui est en permanence avec une bronchite chronique entre 2 ans et 12 ans, au Moyen-Âge, il ne survivait pas à un hiver un peu froid. Aujourd'hui, tout le monde naît, tout le monde vit, et tout le monde est soigné. C'est quand même une gigantesque avancée sociale, humaine, humaniste, des temps modernes. Il ne faut jamais l'oublier. On passe notre temps à dire que la vie et que le monde est dramatique. Non, aujourd'hui on soigne tout le monde et tout le monde naît et tout le monde va jusqu'au bout de sa vie, dans les meilleures conditions possibles. Et c'est ça qu'il faut préserver. Il y a moins de médecins à la campagne, moins d'infirmiers, moins de kinésithérapeutes dans les campagnes ou dans les banlieues que dans les centres-villes. Il y a moins de pharmaciens aussi. Voilà, donc c'est vraiment le système de santé dont il faut s'occuper. Faire en sorte moins d'hôpitaux. C'est moins près. À Montpellier, c'est simple, parce qu'on va à l'hôpital, on va à la clinique. Mais quand vous êtes à 30 km dans un village qui est à 30 km de votre chef-lieu de canton, il n'y a pas forcément un hôpital en chaque chef-lieu de canton. Donc l'hôpital ou la clinique peut être à 30, 40, 50 km. C'est ça qu'il faut construire. Donc cette loi, elle a dit, aucun hôpital ne fermera. Mais il faut que les hôpitaux s'organisent en réseau de santé hospitalier de manière à ce que tout le monde puisse trouver dans les meilleures conditions possibles, le moins loin possible, la meilleure compétence possible. Donc cette loi, c'est ça qu'elle fait. C'est très important et c'est pas facile à faire. Et l'objectif aussi est un peu de décharger l'hôpital public pour rendre le médecin, le médecin de quartier, le médecin rural, comme dire chef de zone. De manière à ce que les gens aillent plus facilement vers le médecin avant de partir à l'hôpital. De faire de la route, de dépenser de l'argent, d'avoir peur,
de ne pas arriver au bon hôpital, dans les bons délais et au bon moment. Donc cette loi, c'est ça qu'elle fait, c'est permettre que les Français puissent être pris en charge plus tôt, plus longtemps et par davantage de professionnels. Allongement de la durée de vie, développement des maladies chroniques, tout simplement parce que tout le monde naît et que tout le monde va le plus loin possible dans la vie, et que c'est ça l'idée, et résorber les inégalités sociales ou territoriales. Pour vous donner un exemple pour les inégalités sociales, on a 4 fois plus d'enfants obèses dans les familles, on va dire pauvres, par rapport aux familles favorisées. 4 fois plus. C'est colossal. D'où l'idée, dans la loi santé, d'avoir une signalisation explicite sur les paquets qu'on achète au supermarché pour dire attention, ça c'est pas forcément très bien de bouffer 4 paquets par jour. Vous voyez? En disant attention, attention, il y a du gras là-dedans. Attention, il y a du sucre là-dedans. Toutes ces choses, attention, il y a de l'alcool là-dedans. Donc, un médecin référent traitant pour les 0-16 ans, pour les enfants et jeunes. Un numéro d'appel national de garde et un service public d'information en santé. Ce ne soit pas uniquement et systématiquement le SAMU. Parce qu'ils sont débordés au SAMU. Hein. SOS médecin. Non mais SOS médecin, c'est privé. Ça a toujours été privé, SOS médecin. Et c'était bien d'ailleurs. Hein. C'était très bien, mais là on passe à un système, et pas seulement pour les médecins, ça peut être aussi pour un kiné, une infirmière. Ensuite, par rapport aux professions paramédicales, par exemple, les pharmaciens auront désormais le droit, on va expérimenter ça pendant quelques temps, de vacciner. Donc l'objectif, derrière cette histoire de droit, c'est que les gens soient soignés, c'est que les gens ne mettent pas leur vie en danger. C'est que les gens ne mettent pas leur vie en danger parce qu'ils n'auraient pas droit à ou qu'ils ne sauraient pas que, ou parce qu'ils n'ont pas pu appeler quelqu'un à temps. C'est de régler ces questions-là. Le numéro vert, le pouvoir se faire accompagner par un adulte référent qui ne soit pas forcément ses parents pour aller vers un avortement ou une contraception. C'est pouvoir, en cas de problème d'addiction à l'alcool pour les jeunes, il y en a de plus en plus, aux drogues pour les jeunes, il y en a beaucoup. Eh bien, c'est d'avoir quelqu'un, à la cigarette, de pouvoir avoir quelqu'un qui ne vous laisse pas tout seul et d'avoir une réponse par rapport à ces questions-là. Donc, un rôle accru pour les associations de patients, avec la valorisation de leurs initiatives. On sait tous qu'il y a le Téléthon, il n'y a pas que le Téléthon, il y a le SIDAction, il y a beaucoup d'associations. Il y a 2 ans, il y avait l'Assemblée nationale des parents et des soignants des enfants qui ont cette maladie de respiratoire, la mucoviscidose. Donc il y a beaucoup de maladies. Il n'y a pas que les maladies orphelines. Il y a beaucoup de maladies chroniques que tout le monde a, l'asthme, il y a beaucoup d'associations. Eh bien, donner du poids aux associations de parents. C'est une grande question, l'accès aux données de santé. Commencer à dire des choses en ce qui concerne l'accès aux données de santé. C'est pas simple. À l'hôpital, qui y a accès? Le dossier de santé, il est là. Est-ce que c'est que le médecin? Est-ce que c'est l'infirmière? Est-ce que c'est toutes les infirmières? Est-ce que c'est les internes? Est-ce que c'est les stagiaires? C'est des vraies questions, mine de rien. Donc on aborde ces questions-là, qui sont importantes, et la notion d'action de groupe en santé, de manière à ce qu'en cas d'histoire grave, que le patient ne soit pas tout seul. Ça a été le cas pour les prothèses mammaires. Vous voyez, ces femmes qui s'étaient fait refaire les seins et qui se retrouvaient seules face à un truc épouvantable et pas capables de poursuivre juridiquement des gens qui avaient été vraiment mal intentionnés et qui avaient fait des dégâts médicaux. Donc que des regroupements, des associations de malades puissent se regrouper pour faire ce qu'on appelle une action de groupe, donc plaider en justice ensemble. Ça n'était pas possible jusqu'à présent, ça le sera. Quelqu'un qui a eu un cancer, par exemple, ou qui a fait un AVC, par exemple, se trouvait interdit pour avoir des prêts. Eh bien ça, c'est réglé. Dans le droit à l'oubli, à partir du moment où il y a un diagnostic médical qui dit que la personne elle est guérie de son cancer, ou bien les suites de l'AVC sont stabilisées, et bien que de nouveau on puisse emprunter pour acheter un logement, acheter une voiture, des choses comme ça. Ça c'est important, et dans cette loi il y a ça. Donc vous voyez, cette loi, elle est très orientée malade. Ce qui viendra dans la conférence de santé l'année prochaine, en 2016, c'est orienté métier. Mais on s'attaque vraiment sur le fond à la question du système de santé français, dans toutes ses balances. Médecins, infirmiers, sages-femmes, kinés, mais aussi hôpital public, clinique privée et aussi centre-ville, territoire, la grande inégalité française entre les banlieues, les campagnes et les centres-villes.
et puis aussi entre les différentes métropoles et les différentes pratiques médicales un peu partout. Sur le tiers payant, l'idée c'est de faire en sorte que les gens n'aient pas à débourser. Parce qu'on constate qu'il y a de moins en moins, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, eh ben, ils se privent de soins. Ils se privent de soins, ils se privent de dentistes, ils se privent d'ophtalmo, ils se privent de faire évaluer leur surdité, ils se privent de soins. Et les gens qui ont les moyens, ils ne se privent pas. C'était un peu plus cher, mais ils le payent. Mais les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils se privent de soins. Donc on assistait à un abaissement, les gens payaient des mutuelles de moins en moins cher. Donc plus ils vieillissaient, moins ils avaient d'argent, et moins ils payaient cher leur mutuelle, donc moins ils étaient protégés. Donc ça maintenant, on va avoir un système qui va donner un socle à tout le monde de bon niveau. Je n'ai pas dit de haut niveau, mais de bon niveau. Moi je me présente, je m'appelle Emmanuel Marguerite, je suis médecin au CHU, je travaille dans le secteur de la médecine légale en fait. Voilà, et je suis par ailleurs aussi au Parti Socialiste à Montpellier, et je m'occupe un peu des questions de santé. Alors simplement sur cette loi santé, ce qui est intéressant là, c'est qu'Anne Yvonne a rappelé effectivement tous les domaines dans lesquels la loi santé va s'appliquer. Et le problème qu'on a eu un peu jusqu'à maintenant pour défendre cette loi, c'est qu'on a beaucoup parlé du tiers payant généralisé. Je ne sais pas si vous avez beaucoup entendu parler de ça, mais il y avait beaucoup de professionnels de santé qui s'y opposaient. Ces derniers mois, il y a eu quelques grèves, hein, il y a eu des manifestations, donc on a surtout focalisé le débat autour du tiers payant généralisé. Simplement, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai un ami qui est là, qui s'appelle Mathieu Granier, qui est médecin au CHU, avec qui on a fait des grèves il y a quelques années. Et déjà à l'époque, il y avait dans le corps médical particulièrement des inquiétudes sur l'informatisation. Et quand on repense à l'époque à ce qu'on nous disait sur la transmission par carte vitale, où on disait que ce serait une atteinte au secret médical, la carte vitale, etc., etc. Bon, finalement, on s'est aperçu que c'était quand même une facilité. Et il faut dire que le tiers payant généralisé, ce sera à la fois faciliter la vie des patients, c'est vrai, et petit à petit, j'en ai discuté avec des pharmaciens pour lesquels c'est appliqué déjà depuis plusieurs années, quand le système marchera bien, ça facilitera aussi la vie des médecins. C'est vrai qu'il y a quelques ajustements techniques à faire, hein, qui sont en cours d'étude, mais c'est quelque chose, il faut le rappeler, qui sera important pour tout le monde et qui permettra de diminuer aussi les tracasseries administratives, hein, pour les patients qui vont voir leur médecin. Alors, moi je ne vais pas tout reprendre, bien sûr, ce qu'a dit Anne Yvonne. Il y a quelques points importants qui ont été rajoutés là, hein, pendant le débat parlementaire. Je pensais par exemple à l'IVG, au délai de réflexion, je crois que tu l'as dit, hein. Non. Alors ça c'est un point important, le délai de réflexion qui va être ramené, hein, qui va être réduit. Tu veux dire le dire. Ouais. Non, j'ai oublié de le dire. Oui. Donc ça c'est un point extrêmement important. L'autre point aussi, c'est le principe général de la loi. Il faut savoir que la dernière grande loi santé, il y en a eu deux. Il y a eu celle de 2009 de l'UMP de Roselyne Bachelot, qui s'appelait la loi Hôpital Santé Territoire, peut-être vous en avez déjà entendu parler, et qui avait supprimé la notion de service public hospitalier. Une des premières choses qu'a fait le ministre de la Santé là dans la loi, c'est de remettre dans la loi le principe et la notion de service public hospitalier. Alors ça peut paraître qu'un symbole, c'est peut-être que symbolique, mais c'est très important quand même pour une politique de santé de gauche particulièrement de rappeler un certain nombre de principes. Donc ça c'est quelque chose qui me semble important. La dernière fois c'était aussi l'autre loi qui était venue avant, qui était une loi très importante, c'est la loi dite Kouchner de 2002, 4 mars 2002, et qui a donné beaucoup d'avancées dans le droit des patients particulièrement. Et c'est à partir de 2002 par exemple que l'on a pu accéder directement à son dossier médical. Il faut savoir qu'avant on ne pouvait accéder à son dossier médical que par le biais d'un médecin qu'on désignait, c'était quand même compliqué. Depuis la loi 2002, il y a tout un tas de dispositifs qui ont été créés pour augmenter donc l'accès du patient à son dossier, pour faciliter la vie des patients et l'accès aux soins. Alors justement, je crois que c'est la deuxième grande loi après celle de Kouchner 2002. Ça va être la deuxième grande loi fondatrice en matière de santé. C'est vrai qu'elle est assez diverse, hein, elle prend plein de domaines. Je voudrais dire aussi un point, je crois que Anne Yvonne l'a dit et je crois que c'est très important, c'est le droit à l'oubli là. Ça fait partie aussi des choses, je crois que ça il faut mettre ça en avant parce que moi qui suis en médecine légale, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir justement parce qu'il y a beaucoup de médecins légistes qui travaillent aussi dans le cadre des expertises avec les assurances et les choses comme ça. Et c'est un problème qu'on a au quotidien, ça. Hein, de gens qui ont été malades à un moment donné, qui vont finalement très bien, et à qui on va refuser de faire des prêts, à qui on va refuser un certain nombre de crédits, de choses comme ça, alors que voilà, ils ont été traités à un moment donné, la maladie maintenant est terminée, mais on ne veut pas leur faire de crédit au motif qu'ils présentent un risque, hein,
pour le remboursement éventuel. Donc ça fait partie vraiment des droits très importants. C'est une grande avancée. C'est une grande avancée, hein, à mon avis, ça. Ça c'est vrai, c'est une grande avancée. Alors, vous savez, on ne va pas rentrer dans le détail aussi sur les données de santé, il y a toute une discussion un peu technique là aussi. Bon, mais ça me semble un point important quand même. Alors récemment, il y a une commission santé au sein du Parti Socialiste, et je reprendrai simplement ce qu'a dit Marisol Touraine à ce moment-là, qui me semblait assez pertinent, c'est qu'elle, finalement, ce qu'elle craint dans les années à venir, et c'est justement un début de la loi et de la loi santé, c'est ce qu'on appelle les déserts de santé, et elle craint pas tellement, finalement, pour la campagne, parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place. Il y a des maisons de santé qui se développent. On va en faire 200 de plus. 200 de plus. Il y en avait 600, ça va appeler un nouveau mode d'exercice. C'est énorme. Hein. En revanche, ça nous concerne nous plus directement sur Montpellier. Elle craint plus la désertification de certains quartiers. Et ces quartiers populaires particulièrement, où il y a de moins en moins de médecins et de professionnels de santé qui veulent s'installer. Et elle disait que c'était là qu'il va falloir essayer de régler les choses. Hein. Mais à Montpellier, c'est aussi un bon exemple. Même si on a l'hôpital et tout à côté, il y a quand même aussi besoin de professionnels de santé installés, de médecins, d'infirmières, de kinés dans certains quartiers. Et donc ça, c'est un point très important qu'il va falloir aussi discuter. Elle prévoit quelque chose en matière de santé au travail, puisque les derniers chiffres qui sont publiés, selon ces derniers chiffres, donc pratiquement 60% des arrêts maladie sont dus à des conditions de travail, et notamment à ce qu'on appelle maintenant les risques psychosociaux. Donc non seulement c'est un problème économique, véritablement, pour le fameux trou de la sécurité sociale, mais également pour la santé publique. C'est vrai qu'il est question de soutenir en fait les services de santé au travail pour faciliter la collaboration d'un médecin non spécialiste en médecine du travail auprès d'un service de santé au travail. Il est question aussi de pouvoir avoir des grandes réflexions autour de la santé et de l'environnement. Il y a des agences qui vont se créer autour de ça, avec le renforcement sur la qualité de l'air, la lutte contre la présence de plomb, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont prévues. J'ai vu aussi que les médecins du travail pourront peut-être faire des prescriptions, puisque vous savez que les médecins du travail ne peuvent pas prescrire pour l'instant, seulement en cas d'urgence. Hein. On peut le faire en cas d'urgence, mais pas au-delà. Et donc peut-être en matière, par exemple, de patch contre le tabac, des choses comme ça. Hein, puisque... De toute façon, aujourd'hui, la médecine du travail, c'est un misère. Oui, tout à fait. Alors c'est un vrai problème. Alors, c'est vrai qu'il y a deux aspects pour la médecine du travail. Il y a le fait il y a l'évaluation du poste et l'évaluation du salarié, est-ce qu'il est adapté à son poste, etc. Et puis il y a ce que vous avez appelé, vous, les risques psychosociaux. Je travaille au CCAS de Montpellier. Et nous, on a mis en place effectivement, après l'obligation, la loi qui oblige les institutions, les collectivités territoriales à mettre en place donc une instance paritaire et des collèges cadres et des collèges non cadres, dont je fais partie, qui travaillent autour des risques psychosociaux. Je pense qu'il est important de rendre obligation ces instances, parce qu'on se retrouve de plus en plus avec des burn-out, autant au niveau des cadres que des agents. Et il est très difficile parfois, que ce soit dans le milieu social ou dans le milieu hospitalier, de recevoir des personnes dans de bonnes conditions, bien qu'on soit tous très professionnels. Parfois, on se retrouve en situation vraiment difficile face à l'usager, et on fait du service public, on garde son calme, mais une personne, une deuxième, une troisième et jusqu'à une 10e dans la journée, effectivement c'est très difficile, et ces instances permettent de réfléchir ensemble en fonction des besoins, quelle solution peut apporter l'institution. Et moi je trouve que c'est vraiment un axe de progrès. Je félicite le gouvernement d'avoir acté cette loi comme une obligation. Voilà, je vous remercie. Qu'est-ce qu'on fait pour le collège et les lycées? Moi j'ai 2 enfants adolescents et ma copine aussi. Et on trouve que dernièrement, les enfants sont des grands consommateurs de cannabis et les parents ne peuvent rien faire, parce que quand on va voir l'infirmière au lycée, elle nous dit moi je ne peux rien faire, ça se met dehors du lycée.
Donc les parents sont débordés, ils sont en paranoïa. Et pourquoi l'infirmière n'a pas, par exemple, fait des tests sur la urinaire, vraiment pour leur faire peur un petit peu, de temps en temps, parce que quand même, il y a un mystère dans l'urine. Moi, ils auront quelque chose qu'ils ont plus peur, parce qu'il arrive à la maison, maman, tu me sens, j'ai rien, alors qu'il a fumé. Donc comment faire ça, c'est vraiment très important, parce qu'ils ont de 12 à 16 ans. Moi je pense que si on légalise, c'est le seul moyen pour l'État d'avoir un bras de levier. Parce qu'il devient, on légalise et vend sous contrôle de l'État. Je suis pour une CEITA du shit. C'est mon opinion, je le dis, j'ai dit à la télé. Je ne suis pas en campagne pour, parce que pour l'instant le gouvernement il n'est pas favorable, à la commission des lois c'est pas favorable. C'était très compliqué, les socialistes se sont compliqués sur ce sujet. Donc, parce que ça fait peur en même temps. Il faut quand même voir que c'est une addiction grave, que c'est pas anodin, contrairement à ce que racontent tout un tas de gens. Quand on est addict au cannabis, on est en mauvais état à 30 ans. Quand on est addict au tabac, on est en très mauvais état à 50. C'est-à-dire on a 20 ans de plus quand même. Hein. Donc, voilà, je suis pas innocente sur le sujet. Je suis pas innocente sur le sujet. Mais je pense que le seul moyen de contrôler, c'est ça. Ce qui permettra d'avoir une politique publique réelle, et notamment, par exemple, d'être un peu intrusif par rapport à la jeunesse. Je suis pour une vente sous contrôle de l'État aux adultes, c'est-à-dire aux majeurs de plus de 18 ans. Interdiction, comme pour l'alcool d'ailleurs, hein. Aucun commerçant n'a le droit de vendre une bouteille de vin à un mineur de moins de 18 ans. Combien de débits de boissons laisse passer un gamin qui a l'air d'être un peu grand, parce que j'ai entre 15 et 20 ans, des fois ils sont pas, c'est pas hyper clair la différence quand même. Hein. Moi je crois quand même, et ça a été renforcé par rapport à la loi, qu'il faut aussi croire un peu en la prévention en milieu scolaire, ça se fait. Pas beaucoup, mais ils le font, mais il ne faut pas négliger le message qui est envoyé, le message qui est pas complètement toujours compris par les jeunes, mais qui, à force d'être répété quand même, on le voit pour les accidents de voiture par exemple, il y a quand même une amélioration sur les chiffres des 20 dernières années, c'était quand même amélioré. Même si on reste encore avec des jeunes qui ont des accidents de voiture quand ils boivent, etc. Ça a quand même beaucoup bougé en 20 ans, ça a beaucoup bougé. Sur le plan local, je reviens à Montpellier, si vous avez des difficultés, il y a la maison des adolescents, parce que j'avais participé initialement au projet, et qui peut vous renseigner aussi sur les difficultés que vous pourriez rencontrer avec vos enfants par rapport aux addictions, à l'alcool et tout. Ils ont des réponses et voir, ils peuvent éventuellement, s'ils acceptent d'y aller, rencontrer quelqu'un éventuellement pour en parler. Ça se situe rue de la République à côté de la gare.